Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 7, première partie. Il peut parfois suffire de pas grand-chose pour passer son enfance à discuter physique avec son père adoptif, plutôt qu'enfermé dans un placard sous l'escalier chez son oncle. Dans la vie de Harry, tout avait basculé avant même sa naissance, le jour où une sœur avait fini par céder et préparer une potion pour son aîné. Les lèvres de Pétunia Evans-Verse tremblaient et ses yeux larmoyaient pendant que Harry étreignait sa taille sur le quai numéro 9 de la gare de King's Cross. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi, Harry ?» Harry jeta d'abord un coup d'œil à son père, qui campait une attitude sévère mais fière, qui frisait le stéréotype. Il tourna ensuite son regard vers sa mère, qui avait plutôt complètement perdu ses moyens. « Maman, je sais que tu n'aimes pas beaucoup le monde magique. Tu n'es pas obligée de venir. Vraiment pas. » Pétunia grimaça. « Harry, tu ne devrais pas t'en faire pour moi. Je suis ta mère, et si tu as besoin que quelqu'un soit avec toi... »« Maman, je serai seule à Poudlard pendant des mois et des mois. Si je n'arrive pas à gérer un quai seul, mieux vaut l'apprendre plus tôt que plus tard, et pouvoir encore tout annuler. » Il baissa le volume de sa voix jusqu'à atteindre celui d'un murmure. « Et puis, maman, ils m'aiment tous là-bas. Si j'ai le moindre problème, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'enlever mon bandeau. » Harry tapota le bandeau de sport qui recouvrait sa cicatrice. « Et j'aurai alors beaucoup plus d'aide que je ne pourrais en désirer. »« Oh, Harry !» murmura Pétunia, et elle s'agenouilla et le serra très fort dans ses bras, face à lui, leurs joues l'une contre l'autre. Harry pouvait sentir sa respiration saccadée, puis il entendit un sanglot s'échapper de ses lèvres étouffées et masquées, mais présent. « Oh, Harry, je t'aime, souviens-toi toujours de ça. » C'est comme si elle avait peur de ne plus jamais me voir. La pensée surgit brutalement dans la tête de Harry. Il savait que la pensée était vraie, mais il ne savait pas pourquoi maman avait si peur. Il essaya de deviner. « Maman, tu sais que je ne vais pas devenir comme ta sœur juste parce que j'apprends la magie. Je ferai toute la magie que tu voudras, enfin, si j'en suis capable. Et si tu veux que je n'utilise aucune magie dans la maison, je le ferai aussi. Je te promets que je ne laisserai jamais la magie nous séparer. » Un câlin écrasant coupa le souffle de Harry. « Tu as bon cœur, » lui murmura sa mère à l'oreille. « Tu as très bon cœur, mon fils. » Et alors, Harry s'étrangla un peu lui aussi. Sa mère le relâcha et se leva. Elle sortit un mouchoir de sa poche et d'une main tremblante, tamponna ses yeux et son maquillage qui coulait. Personne ne pensa à suggérer que le père de Harry puisse l'accompagner sur le quai magique de King's Cross. Il avait du mal, ne serait-ce qu'à regarder la malle de Harry. Si la magie était un fluide coulant de génération en génération, le professeur Michael Verse Evans n'avait pas encore réussi ne serait-ce qu'à faire la planche. Au lieu de ça, son père s'éclaircit la gorge. « Bonne chance à l'école, Harry. Penses-tu que nous avons acheté assez de livres ?» Harry avait expliqué à son père qu'il pensait que c'était sa chance de faire quelque chose de vraiment révolutionnaire et important. Et le professeur Ver Evans avait hoché la tête et annulé son emploi du temps sur 2 jours entiers pour faire le plus grand raid de livres d'occasion de toutes les annales de la confrérie des libraires. Ils avaient couvert 4 villes et produit 30 boîtes de livres scientifiques attendant à présent dans la cave de la malle de Harry. La plupart des livres s'étaient vendus pour 1 livre ou 2, mais certains avait demandé nettement plus que ça. Le tout dernier manuel de chimie et physique, ou l'ensemble complet de l'Encyclopædia Britannica de 1972, par exemple. Son père avait essayé d'empêcher Harry de voir les prix, mais Harry avait estimé que son père avait dépensé au moins 1000 livres. Harry avait dit à son père qu'il le rembourserait dès qu'il aurait appris à convertir l'or des sorciers en argent moldu. Et son père lui avait répondu « quand les poules auront des dents ». Puis, son père avait demandé « Penses-tu que nous avons acheté assez de livres ?» La réponse que son père attendait était très claire. Bizarrement, la gorge de Harry était enrouée. « On ne peut jamais avoir assez de livres, » dit-il en récitant la devise de la famille Verse. Et son père s'agenouilla et lui donna un câlin bref mais résolu. « Mais tu as essayé, pas de doute, » dit Harry, et il sentit s'étrangler à nouveau. « C'était un très très bon essai. » Son père se redressa. « Alors, » dit-il, « est-ce que tu vois un quai 9 3/4 » La gare de King's Cross était énorme et bondée. Les murs et le sol couverts d'ordinaires carreaux couleur terre, plein de gens ordinaires se dépêchant vers leurs affaires ordinaires, ayant des conversations ordinaires qui généraient beaucoup de bruit ordinaire.
La gare de King's Cross avait un quai numéro 9 sur lequel il se tenait et un quai numéro 10 juste à côté, mais il n'y avait absolument rien entre le quai 9 et le quai 10, mis à part une cloison mince et assez peu prometteuse. La verrière au-dessus de leur tête laissait paraître assez de clarté pour illuminer l'absence totale de quoi que ce soit entre le quai 9 et le quai 10. Harry regarda autour de lui sans ciller, jusqu'à ce que ses yeux pleurent, pensant « Allez, vue de mage, allez, vue de mage !» Mais absolument rien ne lui apparut. Il pensa sortir sa baguette et l'agiter, mais McGonagall l'avait mis en garde contre l'usage de sa baguette. Une douche d'étincelles multicolores passerait au mieux pour un feu d'artifice rigoureusement interdit dans la gare et potentiellement menant à une arrestation. Et encore, cela partait du principe que sa baguette ne déciderait pas de faire autre chose, comme par exemple faire exploser la gare de King's Cross. Harry n'avait que survolé ses livres scolaires, ça avait été un des survols les plus étranges, dans un effort rapide destiné à déterminer quel genre de livre scientifique il devrait acheter dans les 48 heures suivantes. Eh bien, il avait, Harry jeta un coup d'œil à sa montre, 1 heure entière pour trouver une solution, puisqu'il était censé être à bord du train à 11 heures. Peut-être que c'était l'équivalent d'un test de QI et que les enfants stupides ne pouvaient pas devenir sorciers. Et puis le temps supplémentaire que vous vous octroyez déterminait si vous étiez consciencieux, ce qui était un second facteur le plus important de la réussite scolaire. « Je trouverai un moyen », dit Harry à ses parents qui attendaient. « C'est probablement une espèce de test. » Le père de Harry grimaça. « Essaye peut-être de chercher des traces de pas au sol menant à un endroit absurde. »« Papa !» dit Harry. « Arrête ça. Je n'ai même pas encore essayé de trouver la solution tout seul. » En plus, c'était une très bonne suggestion, ce qui était le pire. « Désolé, » s'excusa son père. « Ah !» dit la mère de Harry. « Je ne pense pas qu'il ferait ça à un étudiant, si ? Tu es sûr que le professeur McGonagall ne t'a rien dit ?»« Elle était peut-être un peu distraite, » dit Harry sans vraiment réfléchir. « Harry !» sifflèrent son père et sa mère à l'unisson. « Qu'as-tu fait ?»« J'ai... Harry avala sa salive. « Écoutez, on n'a pas le temps pour ça. »« Harry !»« Je suis sérieux, on n'a pas le temps maintenant, parce que c'est vraiment une longue histoire, et je dois trouver comment aller à l'école. » La mère de Harry se plaquait une main sur le visage. « C'est grave à quel point ? Je ne peux pas en parler pour des raisons de sécurité nationale. À peu près à moitié aussi grave que l'incident du projet à la foire scientifique. »« Harry ! Oh, regardez, des gens avec une chouette. Je vais leur demander comment aller sur le quai. » Et Harry courut loin de ses parents, vers une famille aux cheveux flamboyants, sa malle ondulant automatiquement derrière lui. Une femme dodu leva les yeux vers lui alors qu'il s'approchait. « Bonjour, mon cher, première fois à Poudlard ? Ron est nouveau, lui aussi. » Et elle se figea, elle le dévisagea très attentivement. « Harry Potter ?» 4 garçons et une fille aux cheveux roux et une chouette pivotèrent et se figèrent sur place eux aussi. « Oh non, mais franchement !» protesta Harry. Il avait prévu de se faire appeler Monsieur Verse, au moins jusqu'à Poudlard. « J'ai acheté un bandeau et tout. Comment savez-vous qui je suis ?»« Oui, » dit le père de Harry en arrivant derrière lui en longues enjambées. « Comment savez-vous qui il est ?» Sa voix comportait une note d'effroi. « Ta voix était dans les journaux » dit l'un des 2 vrais jumeaux. « Harry !»« Papa, ce n'est pas ce que tu crois. C'est parce que j'ai vaincu le Seigneur des Ténèbres, tu sais qui, quand j'avais 1 an. »« Quoi ?» ?»« Maman peut t'expliquer. »« Quoi ?» Michael, très cher, il y a certaines choses avec lesquelles j'ai pensé qu'il serait mieux de ne pas t'embêter juste maintenant. »« Excusez-moi, » dit Harry à la famille rousse, dont les membres le fixaient, « mais ce serait extrêmement utile si vous pouviez me dire comment je peux me rendre sur le quai 9 3/4 tout de suite. »« Ah !» dit la femme. Elle leva sa baguette et pointa en direction du mur entre les quais. « Marche droit vers la barrière entre les quais 9 et 10. Ne t'arrête pas, n'aie pas peur de te cogner dedans, c'est très important. Si tu as le trac, le mieux c'est de marcher très vite. Et quoi que tu fasses, ne pense pas à un éléphant. »« Georges !»« Ignore-le, Harry très cher, il n'y a aucune raison de ne pas penser à un éléphant. Je suis Fred, maman, pas Georges. »« Merci, » dit Harry, et il partit en courant vers la barrière. « Attends une minute, ça ne marcherait pas, sauf s'il y croyait ?» C'était dans ces moments que Harry haïssait le fait que son cerveau fonctionne assez vite pour se rendre compte qu'il se trouvait dans une situation où le doute résonnant s'appliquait. C'est-à-dire que s'il avait commencé par penser qu'il traverserait la barrière, alors tout se serait bien passé, mais maintenant qu'il était inquiet de ne pas croire assez au fait qu'il traverserait la barrière, ce qui voulait dire qu'il était vraiment inquiet de s'écraser dessus, « Harry, reviens ici, j'attends des explications !»
C'était son père. Harry ferma les yeux et ignorait tout ce qu'il savait au sujet des croyances justifiées et essaya juste de croire très fort qu'il allait traverser la barrière et les sons l'entourant changèrent. Harry ouvrit les yeux et s'arrêta net. Il se sentait vaguement sali, philosophiquement parlant, d'avoir fait un effort délibéré pour croire en quelque chose. Il se tenait sur un quai illuminé, à l'air libre, à côté d'un unique train gigantesque, long de 14 voitures, précédé par une immense locomotive à vapeur en métal écarlate, avec une cheminée qui semblait déterminée à lutter à mort contre la qualité de l'air. Le quai était déjà légèrement bondé, bien que Harry eût une bonne heure d'avance, et des douzaines d'enfants ainsi que leurs parents fourmillaient autour des bancs, des tables et de divers marchands ambulants. Il était inutile de mentionner qu'il n'y avait pas d'endroit comme celui-ci à la gare de King's Cross, ni d'espace pour l'y cacher. Ok, donc, soit, petit A, je me suis téléporté dans un tout autre lieu, petit B, ils savent plier l'espace comme personne, petit C, ils ignorent tout simplement les règles. Il n'y avait un son de glissement derrière lui, et Harry se retourna pour confirmer que sa malle l'avait bien suivi sur ses petites tentacules griffues. Apparemment, pour des raisons magiques, son bagage était parvenu à croire avec assez de force pour passer à travers la barrière. C'était vraiment troublant, si on y réfléchissait. Un moment plus tard, le garçon roux qui semblait être le plus jeune traversa l'arcade d'acier, en courant, tirant sa malle derrière lui avec une laisse et s'écrasant presque sur Harry. Harry se sentit stupide de ne pas avoir bougé et commença à s'écarter rapidement de la zone d'atterrissage, et le garçon roux le suivit en tirant avec force sur la laisse de sa malle pour rester à sa hauteur. Un moment plus tard, une chouette blanche volta à travers l'arcade et vint se poser sur l'épaule du jeune garçon. « Waouh !» dit-il. « Tu es vraiment Harry Potter ?»« Oh, pas encore. » Je n'ai aucune méthode logique me permettant d'en être certain. Mes parents m'ont éduqué de façon à ce que je croie être Harry Potter, et beaucoup de gens ici m'ont dit que je ressemblais à mes parents, je veux dire mes autres parents. Mais Harry fronça les sourcils, se rendant compte que, pour tout ce que j'en sais, il pourrait tout à fait y avoir des sorts permettant de polymorpher un enfant en une autre apparence spécifique. Ok, il n'est pas parti pour Serdaigle, celui-là, on dirait. Oui, je suis Harry Potter. Je suis Ron Weasley, dit le gamin aux taches de rousseur et au grand nez. Et il exhiba une main tendue que Harry serra poliment, tandis qu'il marchait. La chouette donna à Harry un ululement étrange et mesuré et courtois. En fait, plutôt une espèce de « eh » qui surprit Harry. C'est alors que Harry se rendit compte de la possibilité d'une catastrophe imminente et élabora un moyen de l'empêcher. Juste un instant, dit-il à Ron. Il ouvrit l'un des tiroirs de sa malle, celui qui, s'il se souvenait bien, était pour les vêtements d'hiver. C'était le cas. Il trouva sous son manteau d'hiver l'écharpe la plus légère en sa possession. Harry enleva son bandeau et tout aussi rapidement déplia l'écharpe et l'enroula autour de son visage. Ça lui donnait chaud, en particulier en été, mais Harry pourrait survivre. Puis il ferma le tiroir, contenant maintenant son bandeau inutile, bien qu'il n'appartienne pas vraiment à ce compartiment. Et il tira un autre tiroir dont il extirpa des robes noires de sorcier qu'il se fourra par-dessus la tête, puisqu'il était maintenant hors du territoire moldu. « Voilà, » dit Harry satisfait. Le son ne fut que légèrement étouffé par l'écharpe sur son visage. Il se tourna vers Ron. « De quoi j'ai l'air ? Oh, stupide, je sais, mais est-ce qu'on peut encore m'identifier comme étant Harry Potter ?» dit Ron. Il ferma la bouche qui avait été grand ouverte. « Pas vraiment, Harry. »« Très bien. Par contre, si on ne veut pas ruiner complètement l'effet escompté, il faudra que tu t'adresses à moi en m'appelant Monsieur Spoo. »« D'accord, Harry ?» dit Ron avec incertitude. Faible est la force en toi, pensa Harry. « Appelle-moi Monsieur Spoo. »« D'accord, Monsieur Spoo. » Puis Ron s'interrompit. « Oh non, je ne peux pas faire ça, j'ai l'air stupide. »« Oh, ce n'est pas qu'une sensation. D'accord, choisis un nom, toi. »« Monsieur Canon, comme les canons de Chudley. »« Ah !» Harry avait une affreuse appréhension, lui disant qu'il allait horriblement regretter d'avoir posé cette question. « Qui ou que sont les canons de Chudley ?»« Qui sont les canons de Chudley ? Une des meilleures équipes de toute l'histoire du Quidditch ? Bien sûr, ils ont fini dernier de la Ligue l'année dernière, mais... qu'est-ce que c'est le Quidditch ? Poser cette question fut aussi une erreur. Donc, laisse-moi résumer, dit Harry lorsqu'il sembla que l'explication de Ron, accompagnée de nombreux gestes, s'épuisait. Attraper le vif vaut 150 points ? Ouais. Et combien de buts à 10 points marque-t-on généralement, sans compter le vif d'or ?
Peut-être 15 ou 20 dans les parties professionnelles. C'est stupide. Ça viole toutes les règles possibles de la conception des jeux. Écoute, le reste du jeu a l'air plus ou moins sensé, grosso modo, pour un sport. Mais tu es en train de me dire que attraper le vif écrase presque tout autre écart de points? Les deux attrapeurs sont là, à voler dans les airs, à la recherche du vif. Ils n'interagissent généralement avec personne. Repérer le vif en premier sera généralement une affaire de chance. Ce n'est pas une affaire de chance, protesta Ron. Il faut garder les yeux en mouvement, utiliser la bonne technique pour visualiser l'ensemble du terrain. Mais ce n'est pas interactif. Il n'y a pas d'échange avec les autres joueurs. Et puis, quel amusement peut-on tirer de l'observation de quelqu'un incroyablement doué pour bouger ses yeux? Au bout d'un moment, l'attrapeur qui a un coup de chance se précipite, il attrape le vif, et tout le reste du travail des autres est inutile. C'est comme si quelqu'un avait pris un vrai jeu et y avait greffé un poste supplémentaire inutile juste pour que quelqu'un puisse être le joueur le plus important sans vraiment avoir besoin d'y participer ni d'apprendre le reste du jeu. Et qui était le premier attrapeur? Le fils idiot du roi qui voulait jouer au Quidditch mais qui ne pouvait pas comprendre les règles? En fait, maintenant que Harry y réfléchissait, ça semblait être une bonne hypothèse. Mettez-le sur un balai, dites-lui d'attraper un truc brillant. Le visage de Ron se renfrogna. Si tu n'aimes pas le Quidditch, tu n'as pas à t'en moquer. Et si on ne peut pas critiquer, on ne peut pas améliorer. Je suggère des façons d'améliorer le jeu. C'est très simple. Virer le vif. Ils ne vont pas changer le jeu juste parce que tu leur dis de le faire. Je suis le survivant, tu sais. Les gens m'écouteront. Et puis, peut-être que si on arrive à changer les règles à Poudlard, l'innovation se répandra. Un air d'horreur absolue se répandait sur le visage de Ron. Mais si tu enlèves le vif, comment qui que ce soit saura que le jeu est fini? Prenez un chronomètre. Ce serait beaucoup plus équitable que d'avoir des parties qui se terminent parfois au bout de 10 minutes et parfois au bout de plusieurs heures. Et l'organisation serait aussi beaucoup plus prévisible pour les spectateurs. Harry soupira. Oh, arrête de me donner cet air d'horreur absolue. Je ne vais probablement pas perdre mon temps à détruire cette chose pathétique que vous appelez sport national et le rebâtir plus fort et plus intelligent à mon image. J'ai des choses beaucoup plus importantes dont je dois me préoccuper. Harry eut l'air pensif. Mais cela dit, ça ne prendrait pas beaucoup de temps d'écrire les 95 thèses de la réforme sans vif et de les clouer à la porte d'une église. Potter? Traîna la voix d'un jeune garçon. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Et qu'est-ce qui se tient à côté de toi? L'air horrifié de Ron fut remplacé par de la haine absolue. Toi! Harry tourna la tête. C'était bien Drago Malfoy, qui avait peut-être été forcé de revêtir les robes réglementaires de l'école, mais qui se rattraperait avec une malle à l'air au moins aussi magique et bien plus élégante que celle de Harry, décorée d'argent et d'émeraude, et portant ce que Harry devina être les armoiries de la famille Malfoy, un magnifique serpent à crocs surmontant des baguettes d'ivoire. « Drago ?» lui dit Harry. Ou Malfoy si tu préfères, mais je trouve que ça fait un peu penser à Lucius. Enfin, je suis content de voir que tu vas si bien après notre dernière rencontre. Voici Ron Weasley. J'essaye de rester incognito, alors si tu veux bien, appelle-moi Monsieur Black. Harry, siffla Ron, tu ne peux pas utiliser ce nom. Harry cligna des yeux. Pourquoi pas? Ça sonnait joliment sombre, comme un homme mystérieux et international. Je dirais que c'est un excellent nom, dit Drago, mais la noble et ancienne maison des Black pourrait trouver à y redire. Que penses-tu de Monsieur Argent? Éloigne-toi de Monsieur Or, dit Ron froidement, et il s'avança d'un pas. Il n'a pas besoin de parler aux gens comme toi. Harry leva une main apaisante. Ok, ce sera Monsieur Bronze, merci pour l'idée générale. Et Ron... Harry lutta pour trouver une façon agréable de le dire. Je suis heureux que tu sois si enthousiaste à l'idée de me protéger, mais ça ne me dérange pas particulièrement de discuter avec Drago. Ce fut apparemment un coup fatal pour Ron, qui se tourna vers Harry, avec des yeux à présent enflammés par l'outrage. « Quoi? Est-ce que tu sais qui il est ?» Oui, Ron, tu te souviens peut-être pas, mais je l'ai appelé Drago sans qu'il ait besoin de se présenter. Drago ricana, puis ses yeux s'éclairèrent lorsqu'il vit la chouette blanche posée sur l'épaule de Ron. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Drago avec un second ricanement plein de malveillance. « Où est le fameux rat de la famille Weasley ?»« Enterré dans le jardin, » dit Ron froidement. « Oh, comme c'est triste. Monsieur Bronze, je devrais mentionner qu'il est couramment accepté que la famille Weasley jouit de la meilleure histoire d'animal de compagnie jamais entendue. Voudrais-tu la raconter, Weasley ?» Le visage de Ron se contorsionna.
Tu ne trouverais pas ça drôle si ça arrivait dans ta famille. Oh, ronronna Drago, mais ça n'arriverait jamais dans ma famille. Les mains de Ron devinrent des poings. C'est assez, dit Harry, en mettant autant d'autorité tranquille dans sa voix qu'il en était capable. Il était certain que, quel qu'en soit le contenu, c'était un souvenir douloureux pour le garçon roux. Si Ron ne veut pas en parler, il n'y est pas obligé, et je te demanderai de ne pas en parler non plus. Drago jeta un regard surpris à Harry, et Ron acquiesça. C'est ça, Harry. Je veux dire, Monsieur Bronze, tu vois quel genre de personne il est? Maintenant, dis-lui de s'en aller. Harry compta mentalement jusqu'à 10, ce qui, pour lui, fut rapide, une vieille habitude conservée depuis l'âge de 5 ans où sa mère lui avait pour la première fois donné l'instruction de le faire. Et Harry s'était dit que sa façon à lui était plus rapide et tout aussi efficace. « Ron, dit Harry calmement, je ne vais pas dire à Drago de s'en aller. Il peut me parler s'il le veut. »« Eh bien, je n'ai pas l'intention de traîner avec quelqu'un qui traîne avec Drago Malfoy, annonça Ron froidement. Harry haussa les épaules. « Ça te regarde ? Je ne compte pas laisser qui que ce soit me dire avec qui je peux ou je ne peux pas passer du temps. » Et il chantait silencieusement « Fiche le camp, Ron, et ne reviens plus jamais, jamais. » Sous le coup de la surprise, le visage de Ron se visa de toute expression, comme s'il s'était vraiment attendu à ce que sa réplique fasse effet. Puis il fit demi-tour, tira la laisse de son bagage et partit précipitamment sur le quai. « Si tu ne l'aimais pas, dit Drago avec curiosité, pourquoi n'es-tu pas simplement parti ? Sa mère m'a aidé à comprendre comment aller sur ce quai depuis la gare de King's Cross, donc c'était un peu difficile de lui dire d'aller se faire voir. Et puis, ce n'est pas que je le déteste, dit Harry, c'est juste que je... Harry chercha ses mots. Ne voit aucune raison justifiant son existence, proposa Drago. À peu près.